Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour parler ensemble de Dragon Ball Super. Alors vous allez voir, j'ai voulu faire évoluer un petit peu la formule de mes vidéos pour plus de lisibilité. Aussi la vidéo sera composée de plusieurs parties. En première partie, vous pourrez retrouver tout simplement mon avis sur l'épisode, je vous expliquerai pourquoi j'ai aimé ou pas un épisode, cela reste bien entendu un avis très simpliste et amateur, j'insiste énormément là-dessus, je ne suis en aucun cas un expert en animé et encore moins en manga. En deuxième partie, je reviendrai sur un ou plusieurs sujets qui m'ont personnellement interpellé et sur lesquels j'aimerais avoir votre point de vue. En l'occurrence ici, je vais revenir notamment sur le comportement de Sangoku tout au long de l'épisode, puisque pour moi, il ne fait aucun doute qu'il prépare quelque chose et qu'il a un plan derrière la tête. Ensuite, je reviendrai notamment sur toutes les informations qu'on a pu avoir sur l'univers 11 et on parlera bien entendu du mystérieux Jiren. En troisième partie, je sélectionnerai une scène durant l'épisode et je vous en parlerai. Donc je vous parlerai tout simplement de la scène que j'ai préférée, je vous inviterai à faire de même. Je vous laisse tous les timers des différentes parties, ce qui vous permettra d'aller directement à la partie qui vous intéresse et je vous souhaite une excellente vidéo. Hey, bon, je suppose que si t'es là, c'est pas pour faire du tricot, et c'est que t'as vu l'épisode 82, et que tu souhaites en parler. Alors attention, ici on est entre experts de manga, alors j'espère que t'es à jour niveau lexique. Comment décrirais-tu cet épisode ? Moi je dirais qu'il déchire la race de sa maman. Bon, tu l'auras compris, moi l'épisode 82, je l'ai surkiffé. Je l'ai trouvé encore meilleur que l'épisode 81, qui lui-même je l'avais trouvé meilleur que l'épisode 80, qui lui-même je l'avais trouvé meilleur que l'épisode 79, qui lui-même... Enfin bref, t'as compris le délire quoi. Et pourtant c'était pas gagné, parce que l'épisode 81, je trouvais qu'il avait mis la barre vraiment haut. Et ici, épisode 82, je trouve qu'il était vraiment très complet. Tout y était pour que ce soit un bon épisode pour moi. T'avais du fight, du suspense, une intrigue qui se met en place, des petites révélations, de l'humour, tu saupoudres le tout d'un petit Goku qui fait des sourires de beau gosse par-ci par-là, et tu finis surtout avec le Kamehameha déplacement instantané, et là c'est bon, t'as un épisode qui déchire. Sinon, après, côté animation, bon moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis vraiment ravi du nouvel aspect esthétique de Dragon Ball Super, il plaît pas à tout le monde mais moi il me fait vraiment plaisir. Alors j'ai trouvé globalement dans son ensemble l'épisode très agréable à regarder, il y a juste quelques scènes à la fin qui m'ont un petit peu chatouillé la rétine, on va dire, c'est le Bilus, le design de Bilus sur la phase finale, là, quand il retourne dans le Kaioshinkai, est pas très joli, mais franchement c'est du chipotage, quand on voit ce qu'on s'est tapé avant, franchement je suis prêt à fermer les yeux là-dessus, parce que y avait vraiment des scènes que j'ai trouvé vraiment géniales. Alors c'est comme toujours, si tu fais du arrêt sur image et que tu chipotes, tu vas trouver des trucs dégueux, mais si tu regardes globalement quand c'est animé, moi j'ai trouvé que c'était vraiment classe à regarder. Après sinon, au niveau de l'intrigue et de ce qui se passe dedans, j'ai plutôt pas mal apprécié l'épisode. J'ai beaucoup aimé encore une fois Sangoku, on va beaucoup y revenir après. Le Goku de cet épisode reste dans la lignée de ce qui a été mis en place avant. On a un Goku un peu plus mature, plus calculateur, très très prétentieux et très provocateur. Donc j'ai adoré regarder ce Goku, je me suis délecté de chaque moment en sa présence. Au niveau de Toppo, donc ce nouveau personnage qui fait un petit peu son entrée ici, j'ai adoré son intervention à la fin de l'épisode 81. Ici, j'aime bien le côté en fait délire de patrouille de la justice avec les poses et tout, donc je crois qu'ils appellent ça les pose sentai, je suis pas vraiment sûr de ça, vous me direz ça dans les commentaires, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, j'aime bien ce délire là, c'est un petit peu comique, ça rappelle le commando Ginyu, en plus c'est sympa ici de voir un commando de la justice. Je me pose des questions genre, bon il y aura pas de Jaco je pense dans Stark, mais ça aurait été rigolo justement peut-être de voir Jaco ici. Mais bon, j'aime bien ce délire là. Après en soi, le personnage en lui-même qui représente Toppo, je suis pas hyper fan quoi, parce que j'aime pas trop le chara design en fait du personnage. J'ai un peu de mal avec ces persos, vous savez, qui ont des jambes toutes fines et des corps énormes. C'est quelque chose que je suis pas trop fan de ce genre de chara design. Mais après en soi, au niveau du combat, ça rendait bien parce que le mec est hyper costaud, il est super gros et tout, et en fait il est hyper rapide, du coup même il surprend Goku, il s'attend pas à ce qu'il soit aussi agile, il fait des clés de bras, ce genre de trucs, donc ça c'était plutôt cool à regarder. Pareil, il y a pas mal de techniques donc en rapport avec la justice qui peuvent paraître un peu ridicules, mais à l'écran ça rend plutôt bien, donc là, notamment la tornado de justice là, ça m'a fait triper, ça rappelle un petit peu l'ouragan bleu de Bartha dans le commando Ginyu, donc c'était sympa. Après il a l'air assez buté, lui vraiment il s'est fait la fixette que Goku représente le mal et il veut l'éliminer,
Et ce que je trouve assez marrant, c'est de voir le chara-design par contre qui est pas du tout raccord avec sa personnalité, parce que c'est vrai, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai cru vraiment qu'il était machiavélique, quoi. Quand tu vois sa tête avec ses nerfs et tout ça, les yeux jaunes avec limite des yeux de démon là, des espèces de pupilles de chat, tu vois, tu te dis pas que le mec c'est un défenseur de la justice, quoi. Hein. Alors après, je suis quand même curieux de voir la justice, mais bon, j'aime beaucoup ce contraste, j'ai beaucoup aimé ce contraste. Bref, tu l'auras compris, moi, c'est un grand oui cet épisode, et j'ai hâte d'avoir ton point de vue sur l'épisode, l'ami. Alors maintenant, on va passer au premier sujet, on va revenir un petit peu sur le comportement de Goku tout au long de l'épisode. Alors moi, l'effet qu'il m'a fait ce Goku, c'est qu'il reste finalement en adéquation avec les précédents épisodes. On est là face à un Goku bien très adulte, plus mature, qui est dans son univers finalement, hein, le combat. Il semble très sûr de lui, on va y revenir, pour moi il fait vraiment très sûr de lui, on retrouve son côté vraiment Saiyan, et surtout il est provocateur, il s'amuse du fait qu'il soit considéré comme un personnage machiavélique. Alors c'était bien mis en avant ça en fin d'épisode 81, ça l'est un petit peu moins à l'épisode 82, mais on reste dans cette idée-là, hein, le fait qu'il est considéré comme quelqu'un de méchant. Bon, notre Goku oblige, il s'en fout complètement de toute manière de ce que l'on pense de lui, et c'est aussi moi pour ça que j'aime ce personnage. Mais au-delà de tout ça, moi le Goku de cet épisode, j'ai hâte d'avoir d'ailleurs votre avis là-dessus. Je trouve qu'il me donnait vraiment l'impression d'avoir un coup d'avance, de préparer quelque chose, d'avoir un plan en quelque sorte. Alors peut-être que je m'égare et que je m'emporte, ceci n'est en aucun cas une théorie, mais j'ai deux hypothèses de mon côté et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Ma première hypothèse, quand je vois le comportement de Goku, c'est que ça me rappelle énormément la saga Cell. Hein. Tout de suite, autant dans les épisodes, je le ressentais un petit peu moins. Là, cet épisode-là était vraiment en adéquation avec ce qu'on a pu vivre dans la saga Cell. Alors, je pense que c'est quelque chose de voulu, de nous faire revivre certaines émotions qu'on a pu vivre durant cette saga, de faire écho un peu à cette saga. Il y a même des scènes qui sont vraiment des grosses mises en avant, j'ai envie de dire, vraiment des pancartes pour vous faire vous rappeler de cette saga. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont vu ces pancartes, notamment la scène où Goku se fait attraper par Toppo et qu'il est en train d'essayer de le broyer. Ça rappelle immédiatement forcément la scène où Gohan se faisait attraper par Cell et il se faisait écraser et hurler à la mort, et que Goku disait qu'il ne fallait pas intervenir, et tout le monde était mort de peur et avait peur pour la vie de Gohan, et Goku restait avec son sourire et restait confiant puisqu'il savait que Gohan allait libérer son potentiel. Ici on a exactement la même scène, donc avec Goku qui se fait écraser, tout le monde qui panique et qui dit ça y est c'est la fin, Goku va perdre, Goku va se faire tuer, machin et tout, ça en est fini de notre univers, et lui Gohan reste confiant et regarde son père avec le sourire, et on voit qu'il a compris qu'il allait libérer son potentiel. Je trouve encore au-delà de ça, il y a pas mal d'échos à cette saga, à part cette scène-là, notamment dans le comportement de Goku. Ce Goku qui semble sûr de lui, avoir un coup d'avance, il fait énormément de références à Son Gohan. On peut voir qu'à plusieurs reprises, Bilus va lui dire « Mais tu devrais pas être excité, ça en est fini de notre univers. Comment tu vas faire pour les battre ?» Lui, en plus, Goku ne veut pas faire de plan, il dit que ça va aller. Ça me rappelle immédiatement le Goku qui, durant la saga Cell, dit que ça ne servait plus à rien maintenant de s'entraîner plus. Par exemple, ce qui choquait tout le monde, et il disait à Gohan « Profite, ça va aller, tout ça. » Enfin voilà, tout va aller dans le meilleur des mondes alors qu'on est dans une situation critique. Ça me rappelle énormément ce comportement qu'il avait dans la saga Cell, où on voyait qu'il avait un coup d'avance et on ne savait pas ce que c'était. On savait à l'époque que ça avait un rapport avec Gohan. Ici, on n'en est pas trop sûr, mais il fait quand même pas mal d'allusions à Gohan, notamment quand Bilus lui dit comment tu vas faire, est-ce que tu penses que tu vas tous les battre? Il dit mais comment tu veux que je sache ça? Que Satan lui dit tu penses pouvoir les battre? Je sais pas. Mais on a Gohan et on a Boo, et à plusieurs reprises on a Gohan, on compte sur Gohan. Alors à l'épisode précédent, je vous disais qu'on peut compter sur un Gohan d'une autre manière, d'une manière plus stratégique, donc voilà, d'un Gohan qui va peut-être faire plus preuve d'intelligence que de puissance finalement. On aura peut-être ce Gohan là, mais je suis quand même en train de me poser la question: est-ce qu'encore une fois Goku ne compterait pas sur le potentiel caché de Gohan, ce potentiel qu'il avait totalement libéré grâce au doyen et puis qui semble avoir un petit peu disparu dans Dragon Ball Super dû au manque de son entraînement visiblement? Est-ce qu'il compte pas là-dessus? Après tout, on ne sait pas jusqu'où peut aller Gohan. Gohan est un personnage monstrueux dans Dragon Ball Super. En plus, la série animée semble vouloir créer des transformations appropriées à chaque personnage, des transformations liées au personnage. Donc on a vu Mirai Trunks avoir sa propre transformation.
pourquoi Gohan n'aurait pas sa propre transformation? Est-ce que Goku compte là-dessus? Voilà, c'est ça ma première hypothèse. Peut-être que Goku compte encore une fois sur Sangohan et une libération de son potentiel. Ensuite, j'ai une deuxième hypothèse de mon côté, à cause d'une scène notamment et à cause aussi de l'opening. On en avait parlé tous ensemble, dans l'opening, on peut voir Goku dans une drôle de forme, on le voit avec vraisemblablement l'aura du Kaioken, sauf qu'il est en mode normal, et quand il sort de cette aura, il semblait briller. Alors je vous avais dit à l'époque que moi, ça fait un long moment que je pense que est-ce que la forme finale, la forme ultime de Goku n'est pas une forme où en fait, il revient dans son état normal, mais avec une puissance divine décuplée et totalement maîtrisée, puisque le Goku de l'opening, quand on regarde bien, qu'on fait de l'arrêt sur image, on voit qu'il brille. Moi, ça me fait vraiment penser à cette scène avec Gogeta avec toutes ces petites étoiles, tout ça, tout autour de lui. Voilà, moi, ça me fait vachement penser à ça. Donc, est-ce que notre Goku est pas en train de travailler sur lui-même et en train de percevoir un stade supérieur au Super Saiyajin Blue, une sorte de transformation où il maîtrise parfaitement son Super Saiyajin Blue? Alors là, je vais faire une petite référence au manga, j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail, mais pour ceux qui suivent le manga, notamment le chapitre 22, on a vu le retour du Super Saiyajin God et on a eu beaucoup d'informations sur cette première transformation, et on a découvert que, en fait, le Super Saiyajin Blue et le Super Saiyajin God sont deux transformations totalement bien distinctes, avec des propriétés bien différentes et qui donnent des capacités différentes. Du coup, je me demande si on va pas avoir affaire à un panel de transformations comme ça, où ce ne sera plus des transformations qui montent en puissance, mais transformations, entre guillemets, avec certaines capacités. On comprend que le Super Saiyajin God est plus pratique à maintenir, et le Super Saiyajin Blue est plus puissant, mais plus difficile à maintenir. Est-ce que Goku n'est pas en train de percevoir peut-être un stade entre deux, un stade où il pourrait maîtriser parfaitement sa puissance? J'ai vu des hypothèses aussi de votre part qui parlaient d'un Kaioken full maîtrisé, un Kaioken maîtrisé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que l'aura rappelle énormément le Kaioken quand même. On peut pas s'empêcher de penser au Kaioken quand on voit cette aura rouge. Peut-être une aura de Kaioken maîtrisée. Ça peut en plus expliquer comment ça se fait que Goku utilise autant le Super Saiyajin Blue Kaioken, alors qu'on s'en rappelle la première fois qu'il l'a utilisé avec sa puissance maximum. On se souvient que il a eu pas mal de problèmes, il pouvait plus utiliser son énergie après, et que Kaio lui avait déconseillé de réutiliser cette technique, et on pensait même ne jamais la revoir. Il l'avait utilisé dans un cas désespéré contre Zamasu. Est-ce qu'entre temps il s'est entraîné justement pour mieux maîtriser ce Kaioken et ce Super Saiyajin Blue, et que justement son potentiel ultime sera la maîtrise parfaite de cette transformation? Ça, en plus, peut expliquer cette scène où il se retrouve face à Toppo et où il dit « Je vais te montrer comment, quand je dépasse mes limites et tout ça ». Et t'as tout le monde qui est là à dépasser les limites, et bien sûr le grand prêtre interrompt le combat. Et si on écoute bien l'opening, on a cette allusion au fait de Zeno va même être surpris quand je vais dépasser ma limite, faut briser ses limites. Voilà, on a vraiment cette référence au fait de briser les limites, dépasser ses limites. Donc est-ce que Goku ne prépare pas quelque chose? Est-ce que Goku n'a pas un plan en tête concernant ses propres transformations, son propre potentiel? Est-ce qu'il n'a pas découvert un stade supérieur? Après tout, quand il s'entraînait au paradis, c'est ainsi, en force d'entraînement, qu'il a perçu un stade supérieur au Super Saiyajin 2 qui a donné le Super Saiyajin 3. Et enfin, on va passer au deuxième sujet. Donc je vous propose de parler ensemble de toutes les petites informations qu'on a pu avoir sur l'univers 11 durant l'épisode. Alors c'est sûr que pour ceux qui suivent tous les spoilers, toutes les informations, vous avez peut-être pas appris grand chose, mais je voulais quand même y revenir parce que moi je n'ai pas forcément suivi toutes les informations honnêtement, et j'ai trouvé plus sympa de les découvrir durant l'épisode. Donc on a appris déjà les noms des trois protagonistes de cet univers-là. Donc le Kaioshin s'appelle tout simplement Kai. L'ange donc de l'univers 11 s'appelle Margarita. Alors je suis désolé si je vous défonce les noms, vous savez j'ai un peu de mal avec le japonais. Et enfin leur dieu de la destruction qui ressemble un petit peu à un clown s'appelle Vermouth. Vermouth, c'est un nom d'alcool vraisemblablement. Donc on a pris leur nom, et au-delà de ça, le plus intéressant bien entendu, c'est de découvrir que Toppo n'est pas le plus puissant donc de son groupe, et il dit à Sangoku qu'en gros, même si tu me tiens tête, c'est beau, tu me tiens tête, machin, tu ne pourras rien faire face à Jiren le Gris. Donc maintenant, plus de doute possible, on sait que Jiren est bien le personnage que l'on voit dans l'opening, que je trouve très très classe pour ma part. J'ai hâte de le voir en action, j'ai hâte d'entendre sa voix, hâte de voir son seiyuu. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage et de le voir mis en avant. Donc la hype est présente, en plus on nous dit qu'il est vraiment très puissant et tu ne pourras rien faire contre lui. Ça donne vraiment envie, il y a fort à parier
qu'il donne du fil à retordre à la Z-Team. Donc du coup, hâte d'en découvrir plus sur cet univers 11 et j'aimerais terminer sur cette réflexion. C'est vrai que l'univers 11 est énormément mis en avant, l'univers 9 a été mis en avant, mais les autres univers, faut pas les oublier quand même, et j'espère qu'on sera surpris, parce que c'est vrai qu'ici, t'as un petit peu l'impression de te dire, ah bon ben voilà, les grands grands adversaires, parce qu'il n'y a pas vraiment de méchants ici, parce que c'est nous les méchants finalement, les grands adversaires de Stark, ça va être l'univers 11. Mais les autres univers, alors, faut pas les oublier quand même, faut pas oublier Hit. Est-ce que vous n'avez pas hâte de voir de votre côté Hit, justement, au milieu de tout ça quand même, Parce que c'est vrai que Jiren, au-delà du fait que il va certainement être très impressionnant et donner du fil à retordre à la Z-Team, j'espère bien que Hit va venir le défier. Imaginez ce combat. On sait pas encore les capacités de Jiren, mais imaginez ce combat de ouf que ça pourrait donner en voyant un Hit au summum de son potentiel face à un Jiren. Et pourquoi pas un Hit en difficulté? Ça serait tellement ouf. Imaginez, vous voyez Hit se faire rect, ça veut dire que derrière, tu te dis, ah ouais, quand même là, parce que Hit c'est pas Joe le rigolo, tu vois. Donc si Hit il se fait défonce, tu te dis, ah ouais, le mec, quand même, il y a moyen de faire vraiment une grosse mise en avant d'un personnage ici, avec tout ce monde. Et puis, pareil, il y a moyen de faire briller quand même plein d'autres personnages. Au milieu de tout ça, quand même, on peut que se demander, c'est vrai que, on va dire, les petits warriors de la Z-Team comme Krillin, Tenchian, Kame Sennin, qui sont pas des enfants de cœur quand même, on va pas le nier, mais c'est vrai que dans ce monde de divinité, de puissance de plus en plus grosse, on se demande quand même qu'est-ce qu'ils vont faire au milieu de tout ça, est-ce que ça va donner quelque chose de sympa à regarder. Moi j'ai quand même hâte de les voir à l'œuvre, hâte de les voir travailler en équipe, de revoir Krillin quand même aux côtés de Kame Sennin, ça va être la classe ça, Bref, que du bon pour la suite quand même, j'ai l'impression. Et on va passer donc à la partie concernant ma scène préférée durant l'épisode. Alors petite parenthèse parce que je pense qu'on me fera certainement peut-être la remarque. Oui, je me suis inspiré de l'ami Gaki Parody pour cette partie. Donc si tu connais pas Gaki Parody, je t'invite très fortement à regarder. En fait, il avait fait des vidéos un petit peu critiques, avis sur les différents films. Et si tu veux, dans ses critiques, des fois, il fait une petite partie concernant sa scène préférée. J'avais trouvé l'idée super bien, je m'étais dit pourquoi pas intégrer ça à mes vidéos, entre guillemets, review chaque semaine. Je trouvais ça intéressant qu'on revienne tous ensemble sur notre scène préférée et pourquoi c'est notre scène préférée durant l'épisode. Voilà, je te laisserai le lien quand même de sa chaîne si tu connais pas, je t'invite très très fortement à regarder si c'est de la bonne. Alors sinon, concernant ma scène préférée durant l'épisode, moi ma scène préférée c'est quand Goku se fait attraper par Toppo finalement, qu'il est en train de l'écraser. Donc on en parlait vite fait tout à l'heure, donc ça rappelle énormément le passage durant la saga Cell où c'était Gohan qui se faisait écraser par Cell et tu voyais Goku qui restait totalement confiant alors que tout le monde paniquait et voulait aller sauver Gohan. Ici c'est un petit peu la même idée, t'as tout le monde qui panique, qui pense que c'en est terminé pour Sangoku et Gohan reste confiant. Donc déjà ça émotionnellement, moi ça m'a un petit peu pris aux tripes et surtout le passage où il se libère, où il se transforme donc en Super Saiyan Blue, même si tu t'y attends, j'ai trouvé la scène super bien, surtout que j'adore en fait, je suis vraiment très fan de genre de plan où t'as le héros de dos comme ça, donc ici en plus avec son aura bleue et tout, ça rend super bien. Et c'est vrai que dans les mangas, dans tout type de mangas confondus, quand c'est plutôt bien fait, j'adore ce genre de scène où le héros ou un personnage important va se retrouver de dos comme ça, dans une situation un petit peu critique. Enfin voilà, je trouve que ça donne vraiment une image du héros, quoi, du personnage qui domine, tu vois, il est devant toi, un peu comme un protecteur, un genre de choses selon comment c'est mis en scène. Enfin voilà, j'adore, je ne peux pas expliquer, mais j'adore ce genre de scène. Tu vois, par exemple, si je te prends le cas de Naruto, par exemple, tu vois, tu as beaucoup de scènes comme ça avec Minato, donc le père de Naruto, Yondame, pour ceux qui connaissent, où tu avais beaucoup de scènes comme ça, où tu avais le héros comme ça de dos avec son manteau d'Okage, et j'adorais ces scènes, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est un de mes personnages préférés. C'est con, mais j'adore ça. Et donc du coup, voilà, déjà pour ça, j'adore cette scène, en plus quand il se retourne avec son petit sourire, le beau gosse quoi, ça déchire vraiment, et ça enchaîne avec un gros fight où t'as vraiment un gros sentiment de puissance quoi dans les coups, tout ça. À chaque coup t'as le terrain qui est en train de se disloquer, où il se téléporte dans tous les sens, et ça rappelle, je trouve, énormément justement le fight entre Goku et Cell, où t'avais un petit peu le même genre de scène où ça allait hyper vite, t'avais des plans proches, des plans de loin d'un seul coup, les persos arrêtaient pas de disparaître et apparaître, t'as tout qui pète dans tous les sens. Ça me rappelait énormément ça, et surtout voilà ce sentiment de puissance dans les coups qui fait vraiment plaisir, qui est vraiment de
retour depuis quelques temps et qui me manquait cruellement, notamment au tournoi entre l'Univers 6-7. À l'époque, j'en avais vraiment beaucoup parlé de ça. Je trouvais que c'était gênant parce que je ne sentais pas de puissance, je ne sentais pas d'impact dans les coups. Et ici, je trouve que la scène, justement, met vraiment bien en avant cela et j'espère qu'on aura d'autres affrontements comme ça. Imaginez le Battle Royale avec plein de scènes comme ça va juste être complètement ouf. Voilà, ça c'est ma scène préférée, je compte sur toi pour que tu me fasses part de ta scène préférée dans l'espace commentaire. J'espère que ce nouveau format donc de vidéo review vous aura plu, j'avais envie de me renouveler honnêtement puisque vous le savez pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'aime pas trop stagner, j'aime pas rester sur mes acquis et puis surtout les vidéos YouTube pour moi c'est un jeu, c'est un amusement et si je commence à faire tout le temps la même chose, je m'ennuie. Donc même si je dois déplaire à mon public, je préfère aller des fois à contre-sens et puis essayer des nouvelles choses, donc changer les formats, changer ma façon de faire pour pouvoir continuer de m'amuser et de vous proposer quelque chose qui évolue tout le temps et ne pas rester dans la redondance. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo entre guillemets review vous plaira. Je ne sais pas combien de temps il restera sur ce format là jusqu'à ce que je m'en lasse et que je passe à autre chose, mais pour l'instant je me suis bien marré à le faire comme ça. Si ça vous a plu, je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera vraiment plaisir et surtout à m'exploser le compteur des pouces. Je m'en fous qu'il soit bleu ou rouge, mais c'est vraiment pour me donner un avis sur ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo. Voilà, même si c'est en masse pouce rouge, au moins je comprendrai que ce format ne va pas du tout et il vaut mieux que je fasse autre chose. Et si c'est en masse pouce bleu, je comprendrai qu'il faut que je continue sur ce format là. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo review. Tchuss.